La police a été alertée d'une collision routière impliquant une conductrice inconsciente. Elle a dit que ses bébés étaient à la maison et la police s'est rendue sur place et a trouvé les bébés dans leur lit. Elle a ajouté que la cause du décès, comme je l'ai dit, n'a pas été établie. Jake et Chloé Ford sont nés le 24 janvier 2017 de leurs parents, Stephen et Samantha Ford. On disait que Jake était un petit garçon gentil et attentionné, toujours prêt à faire des câlins à son papa. Et Chloé était une version miniature de son père, qu'il avait aussi surnommée sa petite Coco Pop. Chloé chantait tout le temps et elle était très intelligente pour son âge. Les parents des jumeaux, Samantha et Stephen, se sont rencontrés en 2007, 2 ans après leur mariage. Ils ont quitté le Royaume-Uni pour s'installer au Qatar. Ils ont ensuite passé les 9 premières années de leur mariage à vivre ici. Et pendant cette période, Jake et Chloé sont nés après que le couple ait suivi 4 cycles de FIV. La famille est retournée à Charing, dans le Kent, en février 2018, après que Stephen ait accepté un emploi là-bas. À peu près à la même période, sa relation avec Samantha a commencé à se détériorer. L'un des principaux problèmes était que Samantha était contrariée de devoir quitter le Qatar. Elle ne voulait pas abandonner le mode de vie aisé que la famille menait au Moyen-Orient. Après leur retour, Samantha a demandé à Stephen « Pourquoi avoir choisi un travail à Londres plutôt que de vivre dans un pays incroyable avec nos enfants ? Maintenant, nos enfants vont mener une vie misérable. Maintenant, nous sommes condamnés à vivre une vie misérable dans ce trou à rats. » Elle avait commencé à faire pression sur son mari pour qu'il retourne au Qatar, mais Stephen refusait. Donc, cette tension entre eux finirait par mener à leur séparation en novembre 2018. Suite à cela, Samantha et les enfants sont retournés vivre chez ses parents, qui habitaient à Margate, tandis que Stephen est resté dans leur maison à Charing. Et seulement quelques jours après leur séparation, Samantha a commencé à envoyer des messages à son mari pour essayer de le convaincre de se remettre ensemble. Mais Stephen en avait assez à ce moment-là et il a refusé. Samantha s'est alors mise à se concentrer sur la reconquête de son mari. Il a été dit qu'elle avait auparavant été très autoritaire et plutôt agressive dans leur relation. Peu après leur séparation, la santé mentale de la mère s'est détériorée. Bientôt, même les personnes autour d'elle ont commencé à le remarquer. Dans un message texte que Samantha a envoyé à son mari dont elle était séparée, elle l'a averti en disant « Si ça continue, ça va mener à une situation horrible ». À ce moment-là, les parents partageaient toujours la garde de Jake et Chloé, et Stephen les avait pour Noël. Il les a ensuite rendus à leur mère le lendemain, le 26 décembre. Ce soir-là, quand les parents de Samantha sont partis faire des courses, elle a emmené les jumeaux dans la salle de bain et les a déshabillés. Ensuite, elle les a maintenus chacun sous l'eau jusqu'à ce qu'ils arrêtent de respirer. Après cela, Samantha a sorti les corps sans vie de Jake et Chloé de l'eau, les a rhabillés avec leurs couches et leurs grenouillères, puis les a couchés dans leur lit. Ensuite, elle a laissé un mot sur la table de la cuisine, écrit au crayon rose « Veuillez pardonner mon esprit dérangé ». Après avoir quitté la maison, la mère est partie vers Beachy Head, puis a fait demi-tour pour revenir près de Margate. C'est là qu'elle a percuté l'arrière d'un camion sur l'autoroute à 160 km à l'heure, soit 100 miles à l'heure, et elle ne portait pas sa ceinture de sécurité. Samantha, cependant, a survécu à l'impact avec seulement des blessures mineures. Et lorsqu'un policier l'a extraite de son véhicule, elle lui a dit « J'ai tué mes bébés, laissez-moi mourir s'il vous plaît, je les ai mis dans le bain. Nous étions censés être ensemble. J'allais sauter de la falaise, mais il faisait trop sombre. » Elle a ajouté « Je ne leur ferai jamais de mal. Ce sont mes bébés miracles. Tout cela est un rêve. J'aurais dû aller à l'hôpital plus tôt. Ils me manipulent. » Peu de temps après, les autorités ont retrouvé les corps de Jake et Chloé, âgés de 23 mois, dans leur lit, à leur domicile, à Margate. Les 2 enfants ont ensuite été emmenés à un hôpital à proximité, où ils ont été déclarés morts. Samantha a également été emmenée à l'hôpital. Elle a aussi été placée en état d'arrestation et inculpée de 2 chefs de meurtre. Après sa séparation avec le père des enfants et avant la mort de Jake et Chloé, Samantha avait contacté plusieurs fois des médecins au sujet de sa santé mentale. Le 7 décembre 2018, elle avait parlé avec des professionnels de santé via une ligne d'assistance téléphonique. Elle a parlé de son état dépressif, mais personne n'a cru qu'il y avait une raison de s'inquiéter pour la sécurité des enfants. Lors de l'appel, cependant, Samantha avait parlé de son envie de mettre fin à sa vie. Maintenant, même si cette information avait été transmise au médecin généraliste de Samantha le 14 décembre, son médecin ne l'avait toujours pas lue lorsqu'il lui a parlé le 21 décembre.
Lors de l'appel avec son médecin, Samantha avait demandé plus de médicaments pour sa dépression. Mais elle ne lui avait jamais donné l'impression qu'elle avait de graves difficultés avec sa santé mentale. Le médecin lui avait simplement prescrit de la mirtazapine. Il lui avait ensuite fourni les numéros de services de soutien psychologique à sa demande. Également ce même jour, le 21 décembre, une deuxième lettre urgente a été envoyée au médecin de Samantha par des professionnels de la santé de la ligne d'assistance téléphonique avec qui elle avait déjà parlé. Dans cette lettre, ils ont exprimé leurs inquiétudes de ne pas pouvoir joindre Samantha. Ils étaient très inquiets à cause de son état mental et parce qu'elle avait dit qu'elle pensait à mettre fin à ses jours. Ces informations allaient être examinées le jour même, mais par quelqu'un d'autre au cabinet du médecin. Elles ont ensuite été transmises au médecin de Samantha la veille de Noël. Cependant, il ne retournerait au cabinet que le 27 décembre, soit un jour après que Jake et Chloé aient déjà été tués. Selon une thérapeute qui avait parlé avec Samantha le 22 décembre, la mère avait dit que la seule raison pour laquelle elle ne mettait pas fin à ses jours était à cause de ses enfants, Jake et Chloé. Ainsi, les professionnels de la santé mentale estimaient qu'aucun des deux enfants ne courait de danger en étant laissé avec sa mère. Tony et Colette Armitage disaient que leur fille Samantha vivait chez eux pour qu'ils puissent la surveiller en permanence, conscients de ses difficultés. Au cours des dernières semaines, ils ont également dit qu'elle était devenue très désespérée de récupérer Stéphane. Ils savaient que Samantha avait des problèmes de sommeil depuis des semaines avant le meurtre de ses enfants. Ils ont aussi dit que lorsque Samantha vivait chez eux, elle n'était plus la même personne. Cependant, Tony et Colette pensent que Samantha était une mère aimante et dévouée qui souffrait simplement d'une grave maladie mentale. Ils ont affirmé qu'il était clair que Samantha avait plusieurs fois cherché, sans succès, les soins de santé mentale urgents dont elle avait besoin. En réalité, lors de son dernier échange avec son médecin, Samantha n'avait pas laissé entendre d'urgence, du moins selon lui. Dans les semaines avant le meurtre de ses enfants, Samantha avait aussi cherché sur Google comment noyer quelqu'un et comment mettre fin à ses jours. Lorsque la mère avait été à l'hôpital pour recevoir des soins pour ses blessures mineures dues à l'accident de voiture, elle affirmait avoir entendu des voix lui disant de prendre la vie de Jake et Chloé. Elle était également très obsédée par son mari séparé, Stéphane, pendant son séjour à l'hôpital, voulant savoir s'il souffrait lui aussi. Donc, je pense que cela en dit long sur le fait qu'elle a tué ses enfants pour blesser Stéphane. Il y avait aussi un message que Samantha avait envoyé à quelqu'un le jour de Noël disant « Je dois juste en finir. Je veux juste quelque chose qui le frappe pour lui faire comprendre ce qu'il fait », en parlant de Stéphane. Maintenant, une psychiatre qui avait examiné Samantha pendant son séjour en prison dirait que la mère présentait des traits de personnalité narcissique. Et bien qu'il pensait qu'elle était modérément déprimée au moment où elle avait tué Jake et Chloé, il croyait aussi qu'elle les avait tués pour punir son mari Stéphane. La psychiatre a déclaré que Samantha avait été préoccupée par la perte de sa vie parfaite après que la famille ait déménagé du Qatar et que Stéphane l'ait quittée. Elle avait perdu le contrôle sur Stéphane et la docteure pensait que Samantha avait l'impression qu'il lui avait arraché tout ce qui était bon dans sa vie. Donc, tuer ses enfants était pour Samantha une façon de dire à Stéphane « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Dans son esprit, c'était sa faute. Maintenant, même si elle avait clairement fait cela pour punir son mari, en août 2019, Samantha a été autorisée à plaider coupable à une accusation moindre d'homicide involontaire pour responsabilité diminuée. Elle a ensuite été condamnée à 10 ans dans un établissement psychiatrique. Dans une lettre que Samantha avait écrite et lue à haute voix au tribunal, elle a dit « Je suis en tourment. Leur perte est indescriptible pour moi et me fait souffrir physiquement et mentalement. Le fait qu'ils ne soient plus en vie à cause de moi est la partie la plus difficile. » Le père des enfants, Stéphane, allait ensuite lire sa déclaration d'impact sur les victimes et il dirait qu'il croyait que ce qui s'était passé était une version extrême du caractère de Samantha. Comme une crise de colère, elle savait que c'était la punition ultime. Il a poursuivi en disant « Le choc total et la douleur sont indescriptibles. Mes 2 beaux bébés étaient des enfants en bonne santé, brillants et aimants, qui avaient tout pour vivre. Étant jumelles, elles étaient inséparables. Elles avaient chacune leur personnalité, tout en étant très conscientes l'une de l'autre. Je suis sûre qu'elles auraient été des personnes merveilleuses. » Il a ajouté « Parfois, le matin, en me levant, j'agis machinalement et vais réveiller les jumelles. Au cours des derniers mois, j'ai été tourmentée par des pensées suicidaires en pensant à me pendre, même si je réfléchis à l'impact que cela aurait sur mes parents et ma famille.
Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vivre ainsi. J'imagine leurs dernières minutes, je pense qu'elles étaient terrifiées, désorientées et qu'elles souffraient. J'ai l'impression que j'aurais dû les protéger, même si je sais que ce n'était pas possible. Après le procès, Stefan a déposé une plainte afin d'essayer d'obtenir une augmentation de la peine de Samantha. Mais après un examen par le bureau du procureur général, il a été décidé que l'affaire ne serait pas entendue par une cour d'appel. Pendant que Samantha était détenue, elle a en fait écrit une lettre à la mère de Stefan, essayant de faire porter à Stefan la responsabilité de la mort de leurs enfants. Dans sa lettre, Samantha a aussi reproché à la mère de Stefan de ne pas l'avoir soutenu pendant leur relation. De plus, Samantha a demandé le divorce pendant qu'elle était détenue, disant à Stefan qu'elle n'allait pas lui faciliter la tâche. Elle a ensuite tenté de prendre sa maison dans le cadre du divorce et a refusé de lui rendre les affaires de Jake et Chloé que ses parents gardaient. Stefan dirait que jamais Samantha ne s'est excusée pour quoi que ce soit qu'elle avait fait. On dirait qu'elle était simplement déterminée à lui faire autant de mal qu'elle le pouvait. Même si Samantha a reçu une peine très légère pour ce qu'elle avait fait, elle a été libérée de l'établissement psychiatrique encore plus tôt que prévu, en décembre 23. Elle n'a jamais passé un seul jour en prison. Elle a également été libérée le 5e anniversaire de la mort de ses enfants. Un système complètement défaillant. En octobre 2021, la nouvelle compagne de Stephen a donné naissance à un petit garçon et il a dit que son nouveau fils, Rupert, lui avait redonné un but dans la vie. Le père a également écrit un poème après la mort de ses enfants qu'il a intitulé « Beau Jake et Chloé » et il dit « Chaque pensée vous garde près de moi, chaque larme est pour vous deux. Mes deux âmes parfaites vivront toujours dans mon cœur. Le rire de Jake, la chanson de Chloé, de beaux sourires qui ne se sépareront jamais. Toujours ensemble, pour toujours jeunes. Je ne vous laisserai jamais partir, mais maintenant je vous libère. Je promets d'être l'homme que je peux être. Disparu, mais jamais oublié. Jake et Chloé pour toujours. Papa vous aime. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jake et Chloé aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que leur mère n'ait reçu que 10 ans dans un établissement psychiatrique et qu'elle ait finalement purgé encore moins que ça. Maintenant, elle se promène librement et pourrait avoir un autre bébé, j'imagine, si elle le voulait. Pour moi, c'est assez évident qu'elle a tué ses enfants pour se venger de son mari, qu'elle considérait comme responsable de la ruine de sa vie. Je ne comprends pas pourquoi elle a eu une responsabilité atténuée simplement parce qu'elle était gravement déprimée. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer ses enfants pour autant. Cette affaire est complètement injuste. Qu'en penses-tu? Ma fille l'a vu se produire. Ma fille est passée alors que ce garçon était allongé au sol, en train de mourir. Donc, on espérait avoir un peu de justice aujourd'hui et ça n'est pas arrivé. Dakota Stevens, qui était aussi appelé par son deuxième prénom, Levi, est né le 21 octobre 2013 à Munster dans l'Indiana. Il avait aussi une petite sœur nommée Nora qu'il adorait. Levi, comme l'appelait Nora, était un grand frère formidable pour elle et il s'aimait énormément. Dakota, âgé de 10 ans, suivait toujours son propre chemin et il adorait absolument être dehors. On le voyait souvent attraper insectes et grenouilles pendant ses expéditions de chasse aux bestioles. Dakota était aussi très doux avec les créatures qu'il attrapait, leur disant « Ne t'inquiète pas, tonton Levi est là ». Le petit garçon était passionné par les requins et pensait découvrir un jour une nouvelle espèce. Il aimait aussi jouer avec des Lego où il pouvait construire tout ce qu'il voulait, jouer à Minecraft et avec ses cartes Pokémon. Il adorait utiliser son imagination, lire ainsi qu'inventer ses propres histoires et même les mettre en scène. Dakota adorait chanter et danser Corky à tout moment. Il aimait jouer à des jeux de société et croyait vraiment qu'il gagnait à chaque fois. Dakota était aussi extrêmement artistique et il adorait dessiner et colorier. En 2018, lorsque Dakota n'avait que 5 ans, ses parents biologiques ont perdu la garde de lui et de sa sœur Nora parce qu'ils n'étaient plus capables de s'occuper d'eux correctement à cause de leur dépendance à la drogue. Lorsqu'ils ont été retirés de leur foyer en mai 2018, les deux enfants ont été placés sous la garde de l'État pendant 2 semaines avant d'être confiés à leur tante, Anna Parish Parker, et ils étaient tous les deux heureux lorsqu'ils vivaient chez elle. Cependant, seulement 1 an plus tard, l'État a décidé de retirer les enfants de la garde de leur tante en mai 2019.
Cela est survenu après qu'Anna ait signalé au service de l'enfance que Dakota avait des problèmes de comportement à l'école. Ils lui ont dit d'augmenter simplement ses séances de thérapie, mais il y allait déjà 2 fois par semaine. Et entre ça et les 2 visites programmées par semaine avec ses parents, elle pensait que cela ne laissait pas assez de place pour que lui et sa sœur Nora puissent simplement être des enfants. Cette décision prise par la tante a poussé un juge à retirer les enfants de sa garde. Et Anna n'a même jamais eu la chance de parler au juge et de lui expliquer pourquoi elle avait pris cette décision. En 2021, le père biologique de Dakota et Nora, Dakota Stevens Sr., est décédé à cause d'une infection sanguine liée à la drogue. Et à ce moment-là, leur mère biologique a renoncé à ses droits parentaux. Cela a conduit à l'adoption de la sœur de Dakota. Cependant, Dakota a passé les 5 années suivantes de sa vie à être ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Durant cette période, la famille de Dakota a tenté d'obtenir sa garde, mais on leur a dit qu'il n'était pas qualifié. Un homme nommé Hayden Herzl, qui avait accueilli Dakota et Nora en famille d'accueil de 2019 à 2021, aimait les enfants et il a même essayé de les adopter tous les deux, mais pour une raison quelconque, il n'a jamais pu le faire non plus. Le 5 avril 2024, les services de protection de l'enfance ont placé Dakota en famille d'accueil à Valparaiso, Indiana, chez un couple marié, Jennifer et Robert Wilson. À ce moment-là, Dakota était la seule enfant en famille d'accueil chez Jennifer, qui avait déjà adopté 3 autres enfants. Seulement 20 jours après avoir été placée dans cette famille, Dakota a été transportée d'urgence à l'hôpital le 25 avril 2024. Après son arrivée à l'hôpital Porter Memorial, le garçon a finalement été transféré par avion à l'hôpital de South Bend et placé sous assistance vitale. Il est ensuite resté sous assistance vitale pendant 2 jours avant de décéder. Les médecins ont constaté un gonflement du cerveau de Dakota, ce qui était cohérent avec une privation d'oxygène pendant un certain temps. Un médecin légiste a conclu que sa mort avait été causée par une asphyxie mécanique et elle a été considérée comme un homicide. Lorsque la police est arrivée à la maison où Dakota vivait, située dans le secteur des numéros 200 de Falcon Way à Valparaiso, sa mère d'accueil, Jennifer, semblait très bouleversée. Elle a dit à la police que Dakota s'était réveillée ce matin-là, visiblement agitée. Plus tard, il jouait avec des pistolets nerfs à l'intérieur avec un autre enfant et Jennifer leur a dit de ne pas courir dans la maison. Elle a dit que s'ils finissaient leur corvée, ils pourraient jouer dehors avec les pistolets Nerf. À ce moment-là, Dakota a dit à Jennifer qu'il ne ferait pas ses corvées, puis il est sorti par la porte. D'après Jennifer, c'était la première fois que Dakota fuyait et il n'était parti que quelques minutes avant qu'elle ne le retrouve un peu plus loin dans la rue, en train de parler avec un voisin. Une fois rentré à la maison, Jennifer a pratiquement dû traîner Dakota hors de la voiture et il a essayé de s'enfuir à nouveau. Elle a dit que, dans le but de l'empêcher de partir, elle l'avait peut-être plaqué au sol ou bien le garçon s'était simplement jeté par terre. Tout cela s'est passé juste dans le jardin de devant, où tout le monde pouvait clairement voir ce qui se passait. Jennifer décida de s'allonger sur Dakota tout en appelant son assistante sociale en FaceTime. Cela avait poussé Dakota à crier et à se débattre, mais finalement il s'est arrêté et est resté immobile. Au début, la mère d'accueil pensait simplement qu'il faisait semblant, affirma-t-elle, mais elle l'a retourné et s'est rendue compte que ses paupières étaient assez pâles et qu'il ne réagissait pas. Elle a déclaré aux autorités qu'elle s'était allongée sur Dakota pendant près de 5 minutes. Jennifer pesait 341 livres. Dakota, seulement 91. Après avoir compris qu'il ne simulait pas, Jennifer a crié à un de ses enfants d'appeler le 911. La voisine avec qui Jennifer avait trouvé Dakota en train de parler a déclaré qu'elle avait discuté avec le garçon environ 30 minutes avant l'arrivée des secours sur les lieux. Elle a déclaré que Dakota lui avait demandé de l'adopter parce que ses parents d'accueil le frappaient au visage et ne lui permettaient pas d'appeler son assistante sociale. La femme a aussi indiqué aux agents qu'elle n'avait vu aucune blessure sur le garçon à ce moment-là. Quand Jennifer a vu Dakota parler à cette femme quelques minutes plus tard, elle lui a ordonné de monter en voiture, mais il a refusé. La voisine a alors dit à Jennifer que Dakota lui avait demandé d'appeler la police, mais Jennifer a répondu à la voisine qu'elle ne savait pas ce qui se passait et de s'occuper de ses affaires. Finalement, il est monté dans la voiture avec Jennifer qui l'a ramené chez lui. La police a trouvé des images de la sonnette vidéo qui montraient l'incident. Dans le premier extrait de 20 secondes, on voit Jennifer allongée en travers de la tête et du cou de Dakota. La deuxième vidéo montre Jennifer toujours sur lui, mais cette fois assise pendant toute la durée de l'extrait de 20 secondes. Une troisième vidéo montre ensuite Jennifer toujours sur Dakota,
mais cette fois sur la zone de ses fesses. Dans cette vidéo, ses bras étaient au-dessus de sa tête et Dakota ne bougeait pas. Cet extrait a duré 6 minutes et 48 secondes entières. Une 4e vidéo montre la même chose. Ensuite, dans une 5e vidéo, on voit Jennifer agenouillée sur un seul genou, faisant face à Dakota et appelant son nom à plusieurs reprises. Lorsqu'il ne répond pas, elle commence à crier son nom puis demande à l'un de ses enfants d'appeler le 911. On entend alors Jennifer dire « J'étais allongée sur lui et il se comportait mal ». Donc, elle savait qu'elle lui avait fait du mal après s'être assise sur sa tête et son cou, mais elle a quand même continué à rester assise sur la partie inférieure de son corps pendant près de 7 minutes avant de commencer à vérifier son état parce qu'elle pensait qu'il faisait semblant. Il ne bougeait pas et ne réagissait pas. Je ne crois pas une seconde qu'elle ait pensé qu'il faisait semblant aussi longtemps. Allons, soyons sérieux. Il y avait aussi un extrait pris par la sonnette Ring qui montrait Jennifer en train de parler à son mari via la vidéo. Pendant la séquence, elle était toujours à califourchon sur le corps du garçon et elle a dit à son mari Robert que Dakota passait juste une de ses mauvaises journées. Ce n'est que plusieurs mois après sa mort, le 12 juillet 24, que la mère d'accueil de Dakota, Jennifer Lee Wilson, âgée de 48 ans, a été inculpée d'homicide par imprudence. Et un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Elle ne sera localisée et placée en garde à vue que la nuit suivante, après que la police ait repéré son véhicule à New Buffalo, Michigan, grâce à un lecteur de plaques d'immatriculation. Des vidéos de sécurité montrent les adjoints du shérif du comté de Porter venus arrêter une arrestation que les voisins attendaient depuis près de 3 mois. C'est triste à cause de ce qu'elle a fait et du temps que ça a pris. Les adjoints avaient prévu de placer en garde à vue la mère d'accueil de Dakota Levy Stevens, âgée de 10 ans. Il est décédé en avril dans des circonstances qui n'étaient pas claires à l'époque. Mais les procureurs affirment maintenant que sa mère d'accueil, Jennifer Wilson, l'a tué en s'allongeant sur lui dans leur jardin pendant plus de 8 minutes, privant ainsi son cerveau d'oxygène. Wilson est accusée d'homicide par imprudence, mais n'est pas détenue car elle et son mari étaient absents lors de l'arrivée des adjoints du shérif. Ma fille l'a vu se produire. Ma fille est passée devant l'endroit où ce petit garçon mourait au sol. Donc, nous espérions un peu de justice aujourd'hui, et cela n'est pas arrivé. Oui, il avait ces comportements et nous avons dû l'immobiliser parfois, mais nous n'étions pas physiquement au-dessus de lui. L'ancien père d'accueil de Dakota affirme avoir appris à calmer le garçon en toute sécurité. Et puis, il suffisait de le tenir comme dans une étreinte d'ours. Et littéralement, quand on faisait ça, il était contrarié pendant 1 minute, puis il se détendait dans vos bras, et c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. La famille élargie de Dakota avait presque perdu espoir de voir quelqu'un rendre des comptes. Je me suis sentie reconnaissante que toutes les vérifications nécessaires avaient été faites et que justice sera rendue. Mais au final, cela n'apporte pas de bonheur parce qu'il n'est plus là. C'était un gamin sans chance, mais il tirait toujours le meilleur de chaque situation. Le permis de Jennifer pour être famille d'accueil avait été révoqué environ 1 semaine plus tôt, le 30 juin. Heureusement, aucun autre enfant n'était placé chez elle. Cependant, elle avait tout de même pu rester auprès de ses enfants durant cette période. Les autorités affirmeraient que Jennifer était autorisée à être famille d'accueil depuis 2017 et que son permis avait toujours été en règle depuis cette date. Mais voilà le problème, son accusation d'homicide par imprudence n'est passible que d'une peine maximale de 1 à 6 ans de prison. C'est tout pour avoir tué un enfant. Quelques jours après son arrestation, le 16 juillet, son mari Robert paierait 21 000 $ de caution en espèces pour la faire libérer. En raison du fait que Jennifer ne fait clairement pas face à des accusations assez graves pour ce qu'elle a fait à Dakota, des pétitions en ligne ont été lancées pour qu'elle soit accusée de plus que simplement homicide par imprudence. Une autre pétition en ligne demande la destitution du mari de Jennifer, Robert, en tant que principal du Lake Ridge New Tech Middle School. Parce qu'en tant qu'éducateur, il est soumis à une obligation de signalement et il avait vu sa femme assise sur Dakota dans les images vidéo filmées par la sonnette Ring, mais il n'a appelé personne. La surintendante de l'école, Sharon Johnson Shirley, a publié une déclaration le 17 juillet disant « Le district scolaire s'engage à garantir la sécurité et la protection de tous les élèves. » Les responsables connaissent l'affaire criminelle visant sa femme. Les écoles Lake Ridge New Tech n'ont reçu aucun rapport qui pourrait susciter des soupçons concernant les qualifications de M. Wilson en tant qu'éducateur pour garantir la sécurité et la protection des élèves de Lake Ridge. Après la mort de Dakota, sa famille a exigé que Jennifer soit plus sévèrement punie.
Ils ont réclamé justice pour le garçon en organisant des manifestations avec des pancartes « Justice pour Dakota » et des t-shirts à son effigie portant « À jamais 10 ans ». Melissa Mahler, la grand-mère de Dakota, a indiqué que la famille souhaite que le bureau du procureur du comté de Porter envisage des chefs d'accusation supplémentaires contre Jennifer, notamment pour maltraitance et négligence envers un enfant, ainsi qu'une peine plus sévère si elle est reconnue coupable. La grand-mère, qui s'était elle-même occupée de Dakota autrefois, a dit à son sujet « Dakota n'a jamais été traumatisé avant d'entrer dans le système. Un matin, il s'est réveillé seul, sans aucun être cher. Il n'avait que 5 ans. » George Stevens, le grand-père de Dakota, a dit que le garçon avait eu du mal à s'adapter à ses différents foyers d'accueil et qu'il avait toujours désiré être avec ses parents biologiques. George se rappelait son petit-fils comme un garçon têtu, sujet à des crises, mais qui s'épanouissait avec du soutien. Il a dit que Dakota était un enfant normal. Il aimait les grenouilles, les insectes et les serpents. L'ancien père d'accueil de Dakota, Hayden Herzl, s'est également exprimé après la mort du garçon et a dit que Dakota l'appelait toujours papa et qu'il avait eu de la chance de passer ses années avec lui. Hayden a aussi dit que Dakota a toujours été aimé et qu'ils n'ont jamais cessé de le vouloir. Il était très aventureux et aimait toujours chercher des insectes dehors dans le jardin. Hayden Herzl se considère chanceux d'avoir partagé de merveilleuses années avec Dakota. Il a été son père d'accueil de 2019 à 2021. Il ne m'a jamais appelé autrement que papa. Tu vois, il disait toujours « Papa ci, papa ça, on va se promener ». Ce sont désormais des souvenirs qu'il gardera toute sa vie. Plus d'une semaine après la mort de Dakota, Herzl dit ne toujours pas savoir comment il est décédé. Selon le bureau du shérif du comté de Porter, jeudi dernier, des adjoints ont été appelés au niveau du 200 Falcon Way à Liberty Township pour une urgence médicale impliquant le garçon. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour y être soigné, mais il est décédé. Le département des services à l'enfance de l'Indiana indique qu'il aidera à enquêter et prendra des mesures si des cas de maltraitance ou de négligence sont découverts. Mais Herzl dit que le système, qui veut aujourd'hui défendre Dakota, l'a abandonné et souhaite des changements. Nous voulons simplement un meilleur système. Herzl affirme que Dakota a connu plusieurs familles d'accueil durant sa courte vie. Il voulait offrir au jeune garçon un toit permanent. Il est même allé jusqu'à se faire tatouer les initiales de Dakota sur la cheville, mais il dit que ses tentatives pour l'adopter ont échoué. Il a toujours été aimé et il n'y a jamais eu un instant où ce n'était pas le cas. Et comme nous tous, nous le voulions. Nous le voulions tous, quoi qu'il arrive. Nous voulions simplement qu'il soit en sécurité, heureux, en bonne santé et aimé. Peux-tu jeter celui-ci à la poubelle? On peut déjà le faire sur les téléphones. Oui. Bien que Herzl n'ait pu le prendre en charge, il le considère toujours comme l'un des siens et s'efforce que la mort de Dakota ne soit pas vaine. Je veux qu'il sache combien il était fort en entendant son nom. Mais malgré les protestations de ceux qui tenaient à Dakota, ainsi que les pétitions en ligne, il semble que les charges contre Jennifer ne seront pas requalifiées. Parce que même si son procès était prévu pour mars 2025 le 29 octobre 2024, elle a changé son plaidoyer en coupable et sa condamnation est maintenant prévue pour le 17 janvier 2025. De plus, après la mort de Dakota, comme il était pupille de l'État, sa famille avait d'abord été informée qu'elle ne pourrait pas assister à ses funérailles, bien que les autorités aient ensuite changé d'avis à ce sujet. Je n'arrive tout simplement pas à croire l'audace qu'a eu l'État en disant à sa famille qu'elle ne pouvait pas aller à ses funérailles, alors que Dakota est mort sous leur surveillance, pas sous celle de sa famille. Le lundi 6 mai 2024, plus d'une centaine de personnes en deuil ont rempli la maison funéraire Gisegesson à Crown Point. Un requin gonflable a été placé dehors pour accueillir les invités, en hommage à l'une des créatures favorites de Dakota. Une voiture à l'effigie de Thomas le Petit Train reposait sur les tables de la maison funéraire, avec des photos de lui bébé et 2 grandes répliques Lego entourant son cercueil bleu. Nombreux portèrent des t-shirts blancs avec la photo de Dakota et l'inscription « Pour toujours 10 ans ». Au dos du t-shirt, on lisait « Aimer au-delà des mots, regretter au-delà de toute mesure ». Alors, de quelle couleur penses-tu que tes yeux sont? Marron. Je n'aime pas que tu fasses cette erreur.
Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Dakota aujourd'hui. On pourrait penser que c'est du bon sens de ne pas s'asseoir sur un enfant. Même si cet enfant doit être maîtrisé pour ne pas se blesser ou blesser quelqu'un d'autre, pourquoi s'assoirait-on sur lui, surtout sur sa tête et son cou? Et étant donné la taille de Jennifer, il n'y a aucun moyen qu'elle ne sache pas que cela allait lui faire mal. Elle mérite une punition bien plus sévère. Et c'est très décourageant et frustrant de savoir que la peine qu'elle recevra après avoir accepté son accord de plaidoyer sera probablement la seule justice que Dakota obtiendra jamais. Je ne sais pas quoi faire. Ça me fait mal. Je ne sais même pas ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas non plus ce qui se passe. Moi non plus. C'est à toi de voir. Moi non plus. Kim, je voulais te parler parce que c'est toi qui as dit que tu voulais me parler. Et c'est le cas. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dois t'informer de tes droits. Si tu veux qu'on en parle pour comprendre, il me faudra ta signature. Tu n'es pas obligé de répondre, d'accord? C'est à toi de décider. Tu veux quand même me parler? Je veux te parler parce que je pense que tu vas m'aider. Austin Anderson est né le 28 juillet 2007 de Robert Anderson et Kimberly Lightwine. Austin était autiste et également aveugle des 2 yeux. Il souffrait également d'un manque de développement musculaire dans l'un de ses genoux, ce qui faisait que son genou se déboîtait s'il se pliait dans le mauvais sens. Cela limitait sa capacité à marcher. Austin ne pouvait ni se nourrir, ni utiliser les toilettes, ni prendre ses médicaments, ni tenir une conversation complète. Selon le père d'Austin, il avait les capacités cognitives d'un élève de cours moyen 1 ou de CM2, donc il était totalement dépendant de ses parents. Austin était décrit comme un garçon doux et très aimé. Il aimait aussi beaucoup écouter du rap, en particulier Eminem et Nelly. Austin adorait aussi les Hot Wheels, tout ce qui avait un rapport avec l'eau, et jouait sur son piano de genou. Il aimait également beaucoup le bruit de l'aspirateur. Il se fâchait même quand sa mère finissait de nettoyer la maison et devait l'éteindre. Les parents d'Austin ont divorcé alors qu'il n'était qu'un bébé et il a principalement vécu avec sa mère, Kimberly. Cependant, il voyait encore son père toutes les 2 semaines environ. Kimberly a aussi souffert d'une forte dépendance à la méthamphétamine, contre laquelle elle a lutté par intermittence presque toute sa vie. Le 29 août 2016, dans le comté de Polk, dans le Missouri, il faisait très chaud, avec des températures atteignant 33 degrés Celsius. Cet après-midi-là, les agents du shérif du comté de Polk retrouvèrent Kimberly et Austin allongés face contre terre dans un champ, à environ 6 mètres l'un de l'autre. Austin ne portait qu'une couche et Kimberly des sous-vêtements. Non loin d'eux se trouvait le Ford Expedition de Kimberly. Lorsque la police s'est approchée des deux, ils ont réalisé que Kimberly respirait encore. Austin, cependant, ne respirait plus. Kimberly, qui se sentait très déshydratée à ce moment-là, a demandé un peu d'eau à l'agent de police. Pendant que l'agent allait chercher de l'eau, Kimberly s'est mise à crier que Dieu et elle avaient amené son bébé dans ce monde et qu'elle avait besoin de Dieu pour l'en faire sortir. Après que Kimberly ait pris une gorgée d'eau, elle a finalement pu se calmer un peu et elle a parlé à l'agent nommé Billy Simpson. Elle a dit « Billy, j'ai tué mon fils. J'ai tué mon fils. » Donc, Kimberly a été emmenée au poste de police et interrogée. Elle a alors déclaré aux agents avoir fumé de la méthamphétamine avant de prendre la voiture avec son fils pour aller au milieu des champs. Kimberly a dit qu'elle ignorait pourquoi elle avait amené son fils dans ce champ, ni depuis combien de temps ils y étaient, bien qu'elle se souvienne qu'ils étaient arrivés de jour. Kimberly a également insisté à plusieurs reprises auprès des agents sur le fait qu'il n'y avait qu'elle et Austin dans ce champ, personne d'autre. Quand un agent a demandé à Kimberly ce qui s'était passé dans le champ, elle a répondu « Je suis une mère terrible, je me suis droguée, je suis déprimée et je crois que je vais vomir. » À plusieurs reprises durant l'entretien, elle répétait « J'ai tué mon enfant, j'ai tué mon enfant, j'ai tué mon enfant ». Kimberly se rappelait avoir dit à Austin de quitter la voiture pour chercher de l'aide. Elle lui a dit de mettre ses bras devant lui et que Dieu allait s'occuper de lui. Même si Austin avait du mal à marcher, il continuait à revenir vers sa mère ce jour-là dans le champ en disant « Maman, maman ». Parce qu'il avait chaud, il avait faim, il était déshydraté et probablement souffrait de ne pas avoir ses médicaments et tout ce qu'il voulait, c'était sa maman. Mais Kimberly le repoussait et lui disait « Non, tu ne veux pas m'aimer. S'il te plaît, laisse Dieu te prendre. » L'officier a demandé à Kimberly si elle voulait se débarrasser d'Austin pour lui ôter sa douleur. Elle a déclaré qu'en réalité, elle voulait se débarrasser de son fils parce qu'elle savait qu'elle était une mauvaise mère et qu'elle était destructrice. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'Austin meure,
mais qu'elle souhaitait que quelqu'un vienne le récupérer. D'accord. À un moment, Kimberly a dit aux agents qu'elle était montée sur son Ford Expedition et avait crié « Espèce d'enfoiré, j'en ai marre de vos conneries. Venez, je vous attends. » Elle a dit être furieuse sans se rappeler pourquoi. Kimberly a ajouté qu'elle pensait sans cesse que ces mauvaises personnes allaient venir. Et à un moment donné, elle a dû pousser Austin à travers des barbelés pour l'éloigner d'eux. Elle a dit qu'il avait été assez gravement coupé. Cependant, il n'y avait aucune blessure sur le corps d'Austin pour étayer cette affirmation. Même si Kimberly n'avait aucune idée de la durée totale de l'épreuve, elle a dit à la police qu'elle savait que pendant tout ce temps, il n'avait ni nourriture, ni eau, et qu'Austin n'avait pas pris ses médicaments. Pendant ces journées chaudes sous le soleil, alors qu'Austin était en train de mourir, il a appelé Kimberly en criant « Je veux rentrer à la maison, maman, je veux rentrer à la maison ». Mais elle a simplement continué à l'ignorer et a dit qu'elle devait faire abstraction de tout cela. Austin avait du mal à marcher, mais il revenait sans cesse vers sa mère en disant « Maman, maman ». Il avait chaud, il avait soif, il ne se sentait pas bien, et tout ce qu'il voulait, c'était sa maman. Mais Kimberly continuait à le repousser. Elle lui disait « Non, tu ne veux pas m'aimer. S'il te plaît, laisse Dieu te prendre. » Elle a alors déclaré « C'est un monde fou et pourri dans lequel je choisis de vivre, et j'ai tué mon enfant. » Elle a continué. « C'est ma faute et vous devriez m'inculper pour le meurtre de mon fils tout de suite. Je ne plaisante pas. Cet enfant ne serait pas mort en ce moment si ce n'était pas à cause de moi. » Ce qui était étrange, c'est que Kimberly avait aussi une jambe cassée ainsi qu'une mâchoire fracturée. Posez-le sur cette chaise. Oui, ça commence à s'engourdir. Je ne sais pas. Tu peux le soulever? Je ne sais pas. Voilà. Ouais. C'est... Ça commence. Oui, j'ai compris. Tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. Ouais. Ça marche. Voilà. C'est mieux? Regarde-le. D'accord. Ça va? Tu as besoin d'une minute? Ça fait mal. Je suis tellement fatiguée. Ça fait mal. D'accord, merci. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mieux? Je ne sais pas, mais ça fait mal. Maintenant. Tu veux que je le repose? Oui. Aïe. Elle était juste là. Tu as besoin d'une seconde? Tu leur as dit... Ça fait tellement mal. As-tu dit à l'ambulance que ta jambe te faisait mal? Eh bien, je ne l'ai pas fait. Ça faisait horriblement mal. D'accord, alors prends une seconde. On peut faire examiner si tu veux, non? Ça va. D'accord. Ça va. On avance ainsi dans ce monde, je crois, mais je ne sais pas. Eh bien, si c'est le cas, essayons de parler vite pour que tu sois aussi à l'aise que possible, d'accord? Ça te va? D'accord, tu as dit que t'as compris ce que je t'ai lu? Oui. D'accord, super. Est-ce que ça vient vraiment d'un rhume? Ce n'était même pas un rhume. Ce n'était pas un rhume. Je vais m'assurer que c'en est un. Et ils ont besoin que tu signes ici pour confirmer qu'ils t'ont examiné, d'accord? Et ensuite, toi et moi, on pourra parler. Ils ont juste besoin que tu signes quelque chose. Et assure-toi de préciser que tu n'avais aucun problème médical au départ, que tes signes vitaux étaient bons et que tu ne voulais pas aller à l'hôpital. Signe avec ton doigt dans la case à l'écran. Où? Dans la case à l'écran. C'est bon. Signe juste mon nom. Oui. C'est bon, d'accord. C'est bon, prends-le. Parfait, d'accord. Merci. Très bien, merci. Je vous apporte plus d'eau, d'accord? Salut. Je vais m'assurer qu'elle soit bien fraîche. D'accord, merci. Oh, ne t'inquiète pas. Ça fait mal, je ne sais pas. Eh bien, si c'est le cas, essayons de parler vite pour que tu sois le plus à l'aise possible, d'accord? Ça te va? Tu as dit que tu avais bien compris ce que je t'ai lu? Oui. D'accord. Cela a été fait ici, au bureau du shérif du comté de Polk. Kim. J'ai besoin de votre signature ici pour dire que vous avez compris ce que je vous ai lu, d'accord? Je dois le faire sans savoir pourquoi, ni ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas non plus ce qui se passe. Moi non plus. C'est à toi de voir, je voulais te parler, moi non plus. Kim, tu as dit vouloir me parler, alors je voulais te voir. Oui, je veux bien, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dois t'informer de tes droits. Si tu veux m'en parler pour comprendre, j'aurai besoin de ta signature. Tu n'es pas obligé de répondre, d'accord? C'est à toi de décider. Tu veux quand même me parler? Je veux te parler parce que je pense que tu peux m'aider. Après l'interrogatoire, Kimberly a été envoyée dans un hôpital à Springfield, Missouri.
Ensuite, elle a été envoyée à la prison du comté de Polk, accusée de meurtre au second degré et de maltraitance au second degré envers une personne âgée. Dans le Missouri, un adulte handicapé est inclus dans la définition de la maltraitance envers une personne âgée. Sa caution a été fixée à 250 000 $ et elle risquait entre 10 et 30 ans de prison pour l'accusation de meurtre et 20 ans pour l'accusation de maltraitance envers une personne âgée si elle était reconnue coupable. Lorsqu'une autopsie a été pratiquée sur le corps d'Austin, le médecin légiste a constaté qu'il avait un cerveau enflé et qu'il était décédé de déshydratation. Il est aussi possible qu'il soit en état de choc à cause du manque de ses médicaments. À l'époque, les autorités pensèrent qu'Austin pouvait être décédé jusqu'à 3 jours avant que lui et Kimberly ne soient retrouvés. Le père d'Austin a dit à la police que son fils avait besoin d'un traitement à l'hydrocortisone. Sans cela, il tomberait dans le coma et mourrait. L'autopsie d'Austin a également révélé qu'il avait une glande surrénale effondrée et une autre atrophiée. Ces glandes produisent et libèrent des hormones qui aident à réguler le taux de sucre dans le sang, ainsi que l'équilibre du sel et de l'eau dans le corps. Le corps d'Austin n'aurait pas produit ces hormones. Par conséquent, ces médicaments étaient absolument nécessaires. La veille de leur découverte dans le champ, un membre de la famille avait signalé leur disparition à la police. Une employée du Country Inn Motel a affirmé que Kimberly s'était enregistrée et l'a vue pour la dernière fois 2 jours avant sa découverte dans le champ, le 27 août vers 14 h. En fouillant la chambre occupée par la mère et le fils, la police a trouvé une bouteille d'hydrocortisone à moitié pleine et des signes de consommation de méthamphétamine. Quelques témoins se sont également manifestés en disant que 2 jours avant que Kimberly et Austin ne soient retrouvés dans le champ, Kimberly se trouvait dans cette zone en train de demander son chemin. Et il n'y avait qu'elle et Austin, aucun ravisseur. Le père d'Austin a dit à la police que Kimberly avait un très mauvais caractère et était violente. Il se souvint qu'Austin avait accidentellement donné un coup de pied à sa mère à la tête alors qu'elle tentait de le coucher, car il ne pouvait pas le faire seul. Quand il a fait cela, elle lui aurait attrapé le bras, l'a tiré vers elle et lui a crié au visage. Donc, même si Kimberly avait avoué à plusieurs reprises pendant plusieurs heures, sa sœur Stéphanie a parlé avec elle et a dit qu'elle avait entendu sa version de l'histoire et que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Stéphanie ne pensait pas que la police enquêtait correctement sur ce qui était arrivé à Austin. Stéphanie pense que Kimberly a en réalité été attirée hors de son appartement avec Austin. Quand elle est sortie sur le parking, 3 personnes ont enlevé toutes les deux, puis ont drogué Kimberly, les ont emmenées dans un champ où ils ont battu Kimberly et ont laissé les deux pour mortes. Stéphanie a aussi souligné que lorsque Kimberly a déclaré à la police avoir tué son fils, elle voulait simplement dire qu'elle n'avait pas pu se lever pour répondre à ses besoins. Je ne sais pas, mais Stéphanie a aussi dit que tous ceux qui connaissaient sa sœur savaient qu'elle ne ferait jamais de mal à Austin car elle l'aimait beaucoup. Stéphanie savait que Kimberly avait des antécédents de consommation de drogue. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre que l'enlèvement ait un rapport avec cela ou non. Cependant, elle a précisé que Kimberly connaissait les personnes qui l'avaient enlevée, mais elle n'était pas certaine de leur motivation. Et une autre des sœurs de Kimberly a déclaré qu'elle avait été violée pendant l'incident, car après, elle était enflée, couverte de bleu et abîmée à cet endroit-là. Elle était aussi contrariée que sa sœur ait été interrogée avant d'aller à l'hôpital, alors qu'elle était encore sous l'effet de drogue. Elle a dit que certaines des déclarations de Kimberly n'avaient même aucun sens. Et 2 jours plus tard, Kimberly était toujours incapable de former des phrases complètes. De plus, la sœur de Kimberly a dit que sa jambe n'était pas simplement cassée, mais qu'elle était gravement fracturée. Et sa tête et ses cheveux semblaient avoir été traînés. La sœur de la femme accusée d'avoir tué son fils ayant des besoins particuliers affirme que cette femme est une victime. Certaines des décisions qu'elle a prises dans sa vie n'étaient pas correctes. Je suis d'accord avec ça. Elle n'aurait jamais voulu blesser son fils, qu'elle aimait plus que sa propre vie. Sologa lit ce document du tribunal pour la première fois. Beaucoup de ses écrits ici reprennent ce qu'elle a dit hors de son état normal. Ce document indique que Lightwine a répété à plusieurs reprises « J'ai tué mon bébé ». Je trouve ça horrible, ce n'est pas vrai. Cette déclaration indique que Lightwine a lancé son fils par-dessus la clôture en fil de fer barbelé pour fuir de mauvaises personnes. Austin n'avait aucune trace. Il n'avait aucune marque sur lui. Si vous jetez quelqu'un à travers une clôture en fil de fer barbelé, il va avoir des marques partout, des coupures, des éraflures. Sologa pense que sa sœur était tellement droguée qu'elle avait des hallucinations. Elle avait une jambe écrasée et ne pourra pas lancer quoi que ce soit par-dessus une clôture. Mais elle croit que sa sœur a été violée, peut-être par des trafiquants de drogue. Ce sont des gens malades. Des gens vraiment malades.
c'est ce qu'elle avait sur la jambe. Elle avait des inscriptions au stylo sur toute la jambe, dont beaucoup illisibles. J'ai distingué menteuse et un dessin de pénis. Et elle demande en larmes aux adjoints du shérif du comté de Polk d'enquêter sur ce qu'elle pense s'être passé. C'est difficile. La famille de Kimberly disait aussi qu'Austin avait été retrouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a jamais été retrouvé allongé dans le champ comme Kimberly, ce qui contredisait le rapport de police. La famille du père d'Austin doutait aussi de la sincérité de la police et jugeait l'enquête malmenée, convaincue que Kimberly aimait trop son fils pour lui nuire. Un proche a précisé que Kimberly avait seulement demandé à Austin d'aller chercher de l'aide ce jour-là dans le champ. Mais elle ne pensait pas qu'ils auraient été enlevés si Kimberly n'avait pas choisi ce mode de vie. Beaucoup de gens voulaient que la recherche du meurtrier d'Austin reprenne. Ils ne croyaient pas que c'était Kimberly, et beaucoup, encore aujourd'hui, ne croient toujours pas que c'était elle. Kimberly a payé sa caution en octobre 2016, puis elle a accepté un accord de plaidoyer en mai 2018. Et a reconnu sa culpabilité pour homicide involontaire au 1er degré et maltraitance d'une personne âgée au 2e degré. L'avocat de Kimberly pensait aussi qu'elle et Austin avaient été enlevés par 3 personnes, puis abandonnés dans le champ pour mourir. Il pensait aussi qu'elle avait été agressée sexuellement, mais aucun examen médico-légal après agression sexuelle n'a été pratiqué. Bien que l'État ait eu des preuves discutables, l'avocat de Kimberly lui a conseillé d'accepter l'accord de plaidoyer. C'était parce qu'il craignait d'aller au procès, puisque Kimberly n'avait pas de souvenir clair de ce qui s'était passé. Et si son affaire était portée devant un tribunal, elle risquait une peine de prison à vie. Kimberly a également déclaré qu'elle avait l'impression que plaider coupable était pour elle une façon d'assumer la responsabilité de son implication dans le monde de la drogue, ce qui avait finalement contribué à la mort de son fils. Pendant l'audience, Kimberly a demandé à son avocate de quitter la salle, puis a déclaré au juge qu'elle estimait sa défense insuffisante ces derniers mois. Elle a affirmé que les dépositions, y compris celles des premiers intervenants et des personnes qu'elle accusait de les avoir attaquées, elle et son fils, n'avaient pas été faites. Kimberly a aussi dit que son avocate n'avait pas répondu à beaucoup de ses questions. Kimberly Lightwine a reconnu avoir pris des drogues illégales avant la mort de son fils, causée par la déshydratation et l'absence de médicaments. Aujourd'hui, au tribunal, elle portait un t-shirt disant « Kimberly est innocente ». Son affaire a reçu de nombreux soutiens. J'ai commencé à voir des choses, vous savez, rapportées, qui n'avaient pas de sens pour moi. Je ne la connais pas personnellement. Ils marchent dans nos rues et ils s'en sont sortis comme ça. À un moment donné, Lightwine s'est effondrée en larmes incontrôlables, ce qui a conduit à une suspension d'audience. Elle a confié à sa famille qu'elle en avait assez d'être présentée comme meurtrière et voulait que la vérité sorte. Elle a déclaré au juge que sa voiture, vendue avec des preuves cruciales, venait de la scène du crime, mais le bureau du shérif du comté de Polk assure l'avoir bien examinée. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Je ne pense pas que ce soit juste. Je ne crois pas qu'elle ait fait ça, mais c'est mon avis. Les faits suggèrent qu'il y a plus dans cette histoire qui a été étouffée. Au final, elle a été condamnée à suivre un programme de traitement de la toxicomanie de 120 jours. Et si elle terminait ce programme, elle serait immédiatement libérée et placée en probation pendant 5 ans. Si elle ne le terminait pas, elle risquait jusqu'à 7 ans de prison. Comme c'était sa meilleure option, Kimberly a terminé le programme de traitement de la toxicomanie. Et en février 2019, elle était de nouveau une femme libre. Elle a admis avoir pris de mauvaises décisions, mettant en danger elle et son fils. Mais elle insiste toujours sur le fait qu'elle est victime d'un enlèvement ainsi que d'un système judiciaire injuste. Kimberly affirme ne pas se souvenir de son premier interrogatoire avec la police. Elle se remettait après avoir été droguée et était déshydratée. Elle avait la mâchoire cassée et une jambe cassée. Elle aurait dû être emmenée à l'hôpital avant d'être interrogée. Kimberly a déclaré que bien qu'elle consommait souvent de la méthamphétamine, elle avait arrêté environ 1 mois avant que elle et Austin ne soient enlevés. Cependant, elle pensait que certains associés croyaient qu'elle allait parler à la police de leurs activités criminelles. Alors ils l'ont enlevée, droguée, violée, battue, puis ont laissé elle et son fils au milieu du champ. Mais alors, comment sa voiture est-elle arrivée là, à moins qu'il n'ait conduit 2 voitures puisqu'ils étaient 3 ? Ils ont laissé sa voiture avec elle pour qu'elle puisse fuir. Pourquoi auraient-ils laissé sa voiture si leur but était de la tuer ? Elle a expliqué qu'en disant au détective qu'elle avait tué son fils, elle exprimait sa culpabilité de mère de ne pas l'avoir sauvé. Même si elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le champ, tout étant flou, elle est sûre que c'était un enlèvement, car c'est la seule explication logique.
Si je n'avais jamais choisi de consommer cette drogue ou de fréquenter ce genre de personnes, nous ne nous serions jamais retrouvés dans ce champ. Donc, quand j'ai accepté de plaider coupable d'homicide involontaire, j'ai eu l'impression d'assumer ma responsabilité. Pour les choix que j'ai faits. Est-ce que je me souviens des événements exacts, de ce qu'ils ont fait précisément? Non, je ne m'en souviens pas. J'ai été droguée, j'ai été battue et j'ai été violée. Je me souviens d'avoir levé les yeux et d'avoir vu les policiers et je me souviens d'avoir pensé qu'ils allaient m'aider. Je me souviens seulement d'alterner entre conscience et inconscience. Je me souviens d'avoir été interrogée sans réussir à tenir ma tête droite. Et je me souviens avoir pensé que cette détective me protégeait. Je me souviens lui avoir dit de ne pas me laisser seule car je craignais qu'il revienne m'achever. Je me souviens avoir eu l'impression qu'il m'aidait. Et quand je repense à ça, je n'ai pas de mots. Quand j'ai dit « Mon Dieu, mon fils est mort, je l'ai tué, c'est ma faute. » N'importe quelle mère qui a fait un choix ou qui n'a pas pu sauver son enfant ou le protéger de n'importe quel mal va se sentir responsable. Et c'est exactement de là que ça venait. Et je veux que ce soit clair. Elle a également dit que le programme de traitement l'a beaucoup aidée et qu'elle peut maintenant mieux faire face aux choses. Bien qu'Austin marchait peu et demandait une attention constante, Kimberly trouvait cela normal. C'est pourquoi cela lui a autant fait mal quand ceux qui suivirent l'histoire ont supposé qu'elle avait craqué sous la pression quotidienne de devoir s'occuper de son fils handicapé. Elle a affirmé n'avoir jamais vu Austin comme un fardeau. Les funérailles d'Austin Anderson ont eu lieu le 7 septembre 2016 au salon funéraire Fawn à Cassville, dans le Missouri. Austin a ensuite été inhumé au cimetière Mount Pleasant à Butterfield, Missouri. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Austin aujourd'hui. La façon dont Austin est mort est horrible. Non seulement il était déshydraté et ne recevait pas les médicaments dont il avait besoin, ce qui a provoqué l'arrêt de son organisme. Mais sa mère, qu'il aimait plus que tout au monde, comme elle l'a elle-même dit, le repoussait et ignorait ses supplications pendant qu'il mourait. C'est tellement triste. Et il était aussi aveugle, ce qui rend la situation encore plus cruelle. Mais mon autre question est, si c'était vraiment Kimberly qui a tué Austin, comment a-t-elle pu avoir ces mots griffés sur sa peau à des endroits qu'elle ne pouvait pas atteindre? Et s'est-elle cassé la jambe elle-même si c'est elle qui l'a fait? Ça n'a pas vraiment de sens. Qu'en penses-tu? Est-ce que tout recommence à chaque fois ou ça existe depuis toujours? Ou tout cela s'est-il simplement passé la nuit dernière? Donc je suis venu vivre avec elle après la mort de mon père. Et depuis, il y a eu des moments où les choses dégénèrent avec elle et elle fait des crises. Une fois, elle a pointé une arme sur moi. J'ai appelé les flics. Catherine Ann Wolantis Griffith, ou Cathy pour faire court, est née le 4 septembre 1985 au Texas, de sa mère Susan Detman et de son père Robert Wolantis, et elle avait 3 frères et sœurs. En 2000, Cathy s'est mariée avec Charles Robert Griffith et tous les deux vivaient ensemble en Oklahoma. Le couple avait également 2 fils nommés Colin et Christopher. Puis, lorsque Cathy et Charles se sont séparés et ont demandé le divorce en 2019, Colin, âgé de 11 ans, est resté vivre avec son père, tandis que Cathy a déménagé en Floride. Christopher, alors âgé de 20 ans, ne vivait plus dans la maison. Dans les documents de divorce, Cathy affirmait que Charles avait été violent envers elle pendant des années. Cela serait également confirmé plus tard par les forces de l'ordre. Les parents étaient censés partager la garde de Colin, mais Charles a commencé à empêcher son fils de voir sa mère. En août 2022, Cathy a déposé une demande auprès du tribunal pour obtenir la garde exclusive, affirmant que Colin lui était interdit depuis décembre 2019. Lors du dernier appel qu'elle a eu avec son fils, il avait supplié sa mère de le laisser venir vivre avec elle. Cathy a aussi dit qu'à ce moment-là, la situation chez Charles était si grave qu'il n'autorisait même plus Colin à aller à l'école. La mère a également demandé au tribunal d'ordonner à Charles d'emmener Colin en thérapie, affirmant qu'il avait peut-être déjà subi un préjudice émotionnel irréparable en raison de l'aliénation parentale et des abus émotionnels de son père.
Charles a répondu à ces accusations en affirmant que Colin ne voulait pas voir sa mère, car Catherine avait été mentalement et émotionnellement instable à cette époque et consommait de la drogue et de l'alcool. Le père a également déclaré qu'il avait interrompu toute communication entre Cathy et Colin en mai 2020, après que la mère ait envoyé à son fils une note de suicide manuscrite par SMS. Charles a également accusé son ex-femme de n'appeler que lorsqu'elle était en phase maniaque et a déclaré qu'elle s'était fait passer pour un homme adulte sur Discord dans le but d'inciter leur fils à fuguer. Puis, le 14 février 2023, le 911 a été appelé au domicile où Colin vivait à Stroud, dans l'Oklahoma, avec son père. Le jeune homme de 15 ans avait tiré 2 fois sur son père, à la tête et à la poitrine. Dans sa première déclaration, Colin a dit l'avoir tué en légitime défense. Il a déclaré que lors d'une dispute, son père avait sorti un couteau et l'avait poursuivi dans la maison. Il a finalement acculé Colin dans une chambre, forçant le jeune homme de 15 ans à prendre une arme et tirer. Personne d'autre n'était présent dans la maison. Cependant, lorsque les enquêteurs ont commencé à passer la scène du crime au peigne fin, ils ont commencé à remarquer que certains détails ne correspondaient pas à la version du jeune homme. Toutes les tentatives pour obtenir plus d'informations de Colin n'ont fait que le pousser à invoquer son droit au silence et à un avocat, conformément au 5e amendement. Donc, puisque les preuves matérielles racontaient une histoire différente de celle de la légitime défense, Colin a été arrêté et inculpé du meurtre de son père. Peu de temps après, Cathy viendrait au secours de son fils en le faisant sortir de prison grâce à une caution de 50 000 $. Elle l'a ensuite ramené vivre avec elle dans sa maison à Port Charlotte, en Floride. Environ 1 mois plus tard, les charges contre Colin ont finalement été abandonnées parce que la police n'avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'il n'avait pas tué son père en état de légitime défense. Cathy n'avait cependant pas peur de le laisser vivre avec elle. En fait, elle était très heureuse d'avoir Colin à la maison à nouveau. Elle avait l'impression d'avoir manqué tant de choses au cours des dernières années et maintenant il pouvait rattraper ce temps perdu. Catherine a rapidement commencé à partager de nombreux messages sur les réseaux sociaux où elle ne tarissait pas d'éloges sur son fils et publiait des photos des nombreux voyages qu'ils avaient faits ensemble, ainsi que de la nouvelle voiture qu'elle lui avait offerte comme cadeau de fin d'études. Mais cela ne faisait que cacher à quel point la relation entre la mère et le fils était en réalité troublée. Après que Colin ait vécu avec sa mère Cathy pendant environ 6 mois, le 11 septembre 2023, un agent de l'école inquiet du collège de Colin a demandé qu'un contrôle de bien-être soit effectué sur Cathy et Colin. Cela était dû au fait que Colin avait fait une déclaration choquante alors qu'il fréquentait l'école en Floride, affirmant que sa mère avait braqué une arme sur lui lors d'une dispute. Selon Colin, Cathy avait pointé l'arme directement sur lui avant de dire qu'elle allait soit lui tirer dessus, soit se tirer dessus, soit tirer sur eux deux. Finalement, elle a simplement donné l'arme à Colin et lui a dit de lui tirer dessus. Lorsque les autorités sont allées parler à Cathy, elle a nié catégoriquement ces accusations. Elle a expliqué que le conflit n'était qu'une dispute typique entre une mère et son adolescent, survenue après qu'elle ait confisqué le téléphone et les AirPods de Colin à cause de ses mauvaises notes. Cathy a également ajouté que son fils souffrait d'un trouble de la personnalité et d'un trouble de stress post-traumatique, ce qui était dû au fait qu'il avait été retenu captif par son père pendant 1041 jours sans aucun contact humain. La mère a aussi indiqué aux autorités qu'à ce moment, la situation à la maison était très tendue avec son fils. Il avait non seulement menacé de se faire du mal, mais il l'avait aussi menacé elle et son comportement effrayait Cathy. Finalement, les agents ont fini par croire la version de la mère sur ce qui s'était passé et Colin a été placé sous protection pour une évaluation de santé mentale en vertu de la loi Baker. Colin devait rester dans cet établissement pendant 8 jours. Ensuite, il devait être remis sous la garde de Cathy. Cependant, il allait finalement rester encore plus longtemps après avoir dit au personnel qu'il tuerait sa mère s'il était libéré. Il aurait dit au personnel, en parlant de sa mère et de sa grand-mère qui habitaient à proximité, « Je vais me tuer ou tuer ma mère. Les jeter hors de la voiture, leur tirer dessus ou les poignarder, je l'ai déjà fait à mon père. Je sais que je peux le refaire. » Colin irait même jusqu'à dire qu'il préférait être placé en famille d'accueil ou en prison plutôt que de retourner vivre avec sa mère, dont il avait peur. Depuis cet établissement de santé mentale, Colin a ensuite été placé dans un centre de santé mentale à long terme à Jupiter, en Floride, où il a passé un peu plus d'1 mois avant de retourner vivre à nouveau avec sa mère. Peu de temps après, en novembre 2023, Colin a été accusé de violence domestique contre sa mère après l'avoir attaquée, lui tirant les cheveux et lui donnant un coup de genou à l'aine. Lorsque la police est arrivée au domicile,
Colin semblait assez calme, mais Cathy en revanche était nerveuse, silencieuse et avait peur de son fils. Elle avait également des rougeurs et des ecchymoses sur le ventre là où Colin l'avait frappé du pied et du genou. Cathy a expliqué aux autorités que son fils était devenu très énervé après qu'elle lui ait pris son téléphone et sa Xbox. Il l'avait donc attaqué. Mais selon Colin, c'est sa mère qui l'avait en fait donné un coup de poing au visage en premier. Cependant, il n'avait ni rougeur ni ecchymose. Donc, encore une fois, il essayait de prétendre qu'il n'avait attaqué sa mère qu'en légitime défense. Nous nous sommes assis avant de manger et elle a commencé à me parler de... Des choses vraiment horribles se passaient. Quand je me suis levé pour dire « Tu ne peux pas faire ça », elle me disait de me taire. Elle m'a frappé au visage et puis j'ai réagi comme ça. Elle m'a attrapé. Je l'ai frappé dans le ventre. Et puis moi, je suis lutteur. C'était juste un réflexe. Je l'ai attrapée. Elle est tombée par terre. J'ai pris le téléphone. J'ai commencé à enregistrer et puis je suis parti. C'est tout. Donc elle t'a frappé au visage? Oui. C'est Catherine A. Griffith, c'est bien ça? 9485. J'ai entendu que les secours arrivent pour examiner votre main. Laissez-moi, c'est ici qu'il m'a donné un coup de pied. Et juste ici parce qu'il m'a donné un coup de pied. Et je peux voir votre main? D'accord. Il a fait tomber le téléphone de ma main d'un coup de pied alors que j'essayais d'enregistrer. J'étais par terre. Colin a finalement été emmené en prison et inculpé de violences domestiques. Les images de la caméra corporelle le montrent à l'arrière de la voiture de police, parlant à sa grand-mère. Tu dois apprendre à contrôler ta colère, d'accord? Je prie pour toi tout le temps, Colin. Je t'aime. Je ne le fais pas. Je pense que ma colère va bien, sauf quand on me répond à mes attaques. Quoi? Je ne t'entends pas, quoi? Non? Non. Tu penses que ta colère va bien? Oui, c'est juste quand quelqu'un attaque et c'est tout ce que je suis. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais là, je l'ai vu, je t'ai vu te lever et j'ai dit « Assieds-toi » et tu ne voulais pas. Tu t'es précipité vers le téléphone puis elle est tombée. J'essayais de m'interposer entre vous et d'appeler Renice. Non, elle m'a frappé. Elle s'est accrochée à moi. Je l'ai frappée puis je l'ai mise au sol dans la salle de lutte et ensuite je suis parti. Je n'ai pas vu ça, Colin. Vraiment, je n'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu, c'était toi par terre ou elle par terre et toi à côté d'elle et vous deux en train de vous battre pour le téléphone. Alors, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée au sol? J'ai bougé par terre. Je l'ai plaquée au sol et elle s'est accrochée à moi. Pourquoi t'es-tu levé? Et pourquoi as-tu dit ça? Parce que j'essayais juste d'avoir une conversation en face à face. Non, ce n'est pas vrai. Tu t'es levé et tu as dit « D'accord, faisons-le, allons-y ». Non, si, tu l'as fait. J'étais là. Je disais, je ne suis pas un psychopathe. Je ne suis pas ce meurtrier. J'essaie juste de partir en paix ou de coexister paisiblement et de trouver une solution. Tu me répétais de me taire, et quand je ne le faisais pas, elle m'a frappé. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, Colin. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu n'as jamais dit que tu voulais coexister paisiblement. Je n'arrête pas de le dire. Colin a fini par être libéré dès le lendemain. Et malgré ses supplications, il a encore une fois été renvoyé vivre chez Cathy. Quelques heures plus tard, la police revenait une nouvelle fois au domicile. Après avoir reçu des informations du personnel de la prison, disant que Colin leur avait confié que s'il était libéré et devait monter en voiture avec sa mère, il la tuerait. Lorsque les adjointes ont confronté Colin à propos de ces menaces présumées, il a déclaré que même s'il n'avait pas voulu rentrer à la maison ce jour-là, il n'avait pas dit qu'il allait tuer sa mère. Cependant, il serait à nouveau placé en détention. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? La nuit dernière, ma mère et moi avons eu une altercation physique. J'ai été arrêté pour violence domestique, mais en passant devant un juge aujourd'hui, j'ai le droit à un avocat commis d'office, et on verra comment ça se passe. D'accord. Alors, quelle est la situation entre ta mère et toi en ce moment? Est-ce que les choses se sont calmées? Non. Non. Est-ce que ça dure? Où en sommes-nous? Non, monsieur, ce n'est pas bon. Elle pense que je l'ai tabassée. Ce n'est pas le cas. Elle pense que je suis psychotique. Littéralement un psychopathe, un sociopathe, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement où elle en est. Elle pense que je vais la tuer, que je veux la tuer, que je veux la tabasser. C'est ce que tu veux? Non, monsieur. Je ne veux blesser personne, encore moins ma mère, même après ce qui s'est passé, mais je n'accepterai pas ce que je considère comme de la maltraitance quand quelqu'un m'attaque.
Et comment t'attaque-t-elle? Quand elle est venue, quand elle m'a attaqué, quand elle m'a donné un coup de poing et qu'elle m'a attrapé, je l'ai attrapé en retour. Je l'ai repoussée. Elle est tombée par terre. Ensuite, je me suis enfui et j'ai appelé Rantis, puis il a envoyé quelqu'un. Il a appelé qui? Rantis, le détective Rantis. D'accord. Avez-vous fait des déclarations disant que vous alliez tuer votre mère? Si vous montiez dans la voiture avec elle. J'essaie de comprendre pourquoi un caporal de la prison vous aurait emmené, déposé avec votre mère et nous rapporte que vous auriez dit « Ne me mettez pas dans la voiture avec elle, je vais la tuer ». Oui. Est-ce que cela a été dit? Je n'ai pas dit que j'allais la tuer. Je n'ai pas dit tuer. Je ne sais pas pourquoi il m'a renvoyé ici. Je lui ai demandé de ne pas le faire, mais il a dit ne pas aimer mon attitude et que je devais juste en rire et passer à autre chose. Ce sont ses mots, pas les miens. D'accord. Eh bien, on essaie juste de comprendre. On veut juste s'assurer que c'est bien ça. Nous faisons tout notre possible pour empêcher quoi que ce soit d'arriver. Monsieur, vu la situation, je ne pense pas qu'on devrait être dans la même maison du tout. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas bien. Je veux dire, on va de toute façon aller au tribunal pour une affaire. Dieu seul sait ce qui va se passer ensuite. Comment entrez-vous au tribunal? En voiture. Est-ce que... Vous conduisez. Quel âge avez-vous? Oui, mais un adulte doit être avec moi en voiture. Tu as un permis d'apprentissage? Elle essaie de me faire avouer quelque chose depuis tout à l'heure. Enfin, non, pas toute la journée. Désolé. Tout recommence-t-il à zéro, ou cela dure-t-il depuis toujours, ou bien tout s'est-il passé seulement la nuit dernière? Depuis longtemps, depuis longtemps. Donc je suis venu vivre avec elle après la mort de mon père. Et depuis, il y a eu des moments où les choses dégénèrent avec elle. Et elle fait des crises. Une fois, elle m'a braqué avec une arme. J'ai appelé la police. Je suppose que je ne l'ai tout simplement pas fait. Je n'aurais pas cru. Eh bien... Qu'est-ce qui l'a amené au point où elle fait ces choses? Je ne sais pas. Tu n'en as aucune idée. Soudain? Comme ça, sans prévenir, elle sort juste une arme ou te frappe. C'est parce que, d'une certaine manière, je la rends folle avec ma façon d'agir. Et je ne sais pas en quoi je me comporte mal. Elle parle souvent de l'école. Mes notes sont bonnes. J'ai une moyenne de 3,7, je ne sais pas. D'accord, je veux dire... Évidemment. Tu ne l'es pas, tu sais. Tu es assez intelligent, gamin. Je comprends ça, ou peu importe. Mais je veux dire, évidemment, il faut être deux pour créer ce genre d'environnement dans cette situation. Non, je n'ai rien entendu. Tu n'as pas dit un mot sur ce qui se passe, ce que tu fais, ou ce qui provoque ça, ni d'où ça vient, à part que, soudainement, ta mère pète les plombs et fait ces choses-là. J'ai un peu de mal avec ça. Elle affirme que parce que je n'aime pas aider à la maison, je ne semble pas suivre les règles. Pour elle, le gros problème pour elle, c'est que je ne me fais pas d'emploi du temps. Par exemple, je ne planifie pas ma journée. Elle a un TDAH et beaucoup d'autres choses. Quelques mois plus tard, en février 2024, Colin s'est enfui de chez Cathy et il est allé chez sa grand-mère à Auburndale, en Floride. Sa grand-mère avait contacté les autorités, disant qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec Colin. Il a donc été confié au département des enfants et des familles. 2 jours plus tard, il a été rendu à Cathy. Apparemment, une fois de plus, il a dit qu'il ne voulait pas rentrer à la maison et qu'il utiliserait la force s'il le fallait, y compris tuer sa mère. Puis, des mois plus tard, le 8 septembre 2024 vers 18h. La police a été appelée au domicile de la mère de Cathy, chez Suzanne, à Auburndale. La grand-mère n'était cependant pas là. Elle était en fait hors de la ville, dans sa 2e maison dans les Keys de Floride. Mais Colin s'y était de nouveau réfugié, essayant d'échapper à Cathy. C'est le jeune homme de 17 ans qui avait également appelé le 911 ce jour-là. Il a signalé qu'il s'était disputé avec sa mère, qui s'était jetée sur lui avec un couteau. Mais lorsqu'elle l'a fait, Cathy était accidentellement tombée et elle était tombée directement sur la lame, ce qui a entraîné une blessure par arme blanche au cou. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Colin couvert de sang. Et il était plutôt calme et posé compte tenu des circonstances. Il a tout de suite dit aux policiers « Je connais mes droits, je veux un avocat ». Sa mère, Cathy, gisait morte sur le sol à cause d'une énorme blessure par arme blanche au cou. La blessure était si violente que les premiers intervenants ont dit qu'ils pouvaient voir le sol à travers celle-ci. Elle avait également une blessure par arme blanche à la main. Maintenant, même si son fils avait affirmé qu'il avait encore une fois agi en légitime défense, une fois l'autopsie de Cathy terminée, il a été découvert que ce n'était pas possible. La blessure profonde et pénétrante causée par le couteau, qui avait mis fin à sa vie, ne pouvait pas avoir été causée par un accident.
De plus, la maison où Cathy et Colin étaient censés avoir eu cette longue dispute et cette bagarre était toujours propre et bien rangée, et il n'y avait aucun signe de lutte. Les détectives avaient également parlé à des témoins qui ont déclaré qu'environ 2 heures avant l'arrivée de la police, ils avaient vu Colin et Cathy à l'extérieur. Cathy venait juste d'arriver à la maison et dès qu'elle est arrivée, ils ont commencé à se disputer. Ensuite, Colin a attrapé sa mère par les cheveux et l'a traînée à l'intérieur. Cathy suppliait son fils en même temps de bien vouloir la laisser partir. Colin a été arrêté et inculpé de meurtre au 1er degré et d'enlèvement. Aussi mauvaise que la relation entre la mère et le fils ait pu être auparavant, elle n'avait fait qu'empirer dans les jours précédant le meurtre de Cathy. Il y avait des messages de Cathy à Colin disant qu'elle allait lui couper son téléphone, annuler son assurance auto, vendre sa voiture et même le retirer de l'école. Ensuite, il y avait eu les ultimatums que la mère lui donnait pour qu'il accomplisse ses tâches ménagères. Dans un message qu'elle avait envoyé à son fils le même jour où elle serait assassinée, vers 12h30, Cathy a dit à Colin qu'elle allait transmettre des informations qu'elle détenait sur son père décédé s'il ne l'aidait pas à monter une étagère. De plus, Cathy a dit à Colin qu'il violait sa mise à l'épreuve en étant chez sa grand-mère ce jour-là. Une mise à l'épreuve qui devait prendre fin le 6 octobre. L'une des dernières choses que montrent les images de la sonnette vidéo Ring de la maison de la grand-mère ce jour-là, c'est Cathy disant à son fils de monter dans la voiture et de la suivre, ou qu'elle allait prévenir la police à son sujet. Cathy avait écrit dans un message à son fils « Colin, les enregistrements où tu avoues avoir tué ton père et planifié le meurtre. Il y a 4 cas différents. Depuis ma caméra Ring, tout va être envoyé à Bob, Suzy, Chris et Amanda aujourd'hui à 15h33. » Elle a continué en écrivant. De plus, l'audio récupéré depuis l'iCloud de Chuck, où tu disais à ton père que tu me détestais et que j'étais une sale garce, va aussi être envoyé. Mon père m'envoie ces enregistrements où tu lui disais que tu prévoyais de me tuer en février dernier. Tout ça parce que tu ne voulais pas m'aider à monter une étagère. Cathy a commenté que son père lui envoyait des enregistrements car, quelques mois plus tôt, Colin avait dit à son grand-père « Je n'arrête pas d'y penser. Plus que tout, j'ai envie de lui trancher la gorge, de la voir se vider de son sang et de sentir la vie quitter son corps. Je la déteste à ce point. » Colin sera jugé pour le meurtre de sa mère au début de 2025 où il a été jugé comme un adulte. La défense de l'adolescent soutenait qu'il avait dû se défendre contre sa mère, Cathy, et qu'il n'y avait aucune preuve montrant qu'elle se trouvait dans la maison contre sa volonté. Ils ont ensuite affirmé que Cathy était violente et manipulatrice, et à un moment donné, elle avait inventé une histoire selon laquelle Colin l'avait étranglée. L'avocate de Colin a affirmé que la mère provoquait souvent des disputes, était en froid avec sa famille et avait des problèmes d'alcool et de dépendance aux médicaments. Ils ont même essayé de dire qu'il était plausible que Cathy ait voulu mourir en se faisant tuer par son fils. Le ministère public, en revanche, essayait de présenter Colin Griffith comme un enfant gâté. Puisque sa famille l'avait emmené en vacances à de nombreuses reprises, y compris en croisière, lui avait acheté un téléphone portable, une Xbox, et lui achetait souvent des boissons chez Starbucks. Cependant, l'adolescent se mettait en colère si sa mère lui demandait de faire des tâches ménagères, comme sortir les poubelles. Pendant le procès, la grand-mère de Colin, la mère de Cathy, Susan Detman, a témoigné à la barre en disant qu'elle aimait son petit-fils et ne voulait pas le voir aller en prison. Elle ne croyait pas non plus qu'il avait tué Cathy. C'est évident, mais vous aimez votre petit-fils, n'est-ce pas? Oui. Votre fille est morte, clairement. Oui. Et elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Non. Maintenant, seriez-vous d'accord pour dire que vous ne voulez pas voir le prévenu aller en prison pour très longtemps? Est-ce exact? Je ne veux pas voir mon petit-fils aller en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Très bien. Eh bien, vous ne pourriez pas être plus clair sur ce point. Et toutes vos réponses ont été dictées par votre conviction que l'accusé, votre petit-fils, n'a pas tué votre fille, n'est-ce pas? Je donne des réponses claires, monsieur, sur ce qui s'est passé. Je connais ma fille. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle vienne ce jour-là à la maison sans que je sois présente. Je voulais qu'elle attende le lendemain pour qu'elle puisse peut-être se calmer un peu. Vous connaissez aussi votre petit-fils? Oui. Vous connaissez son passé, non? Oui. Maintenant, vous dites que vous savez ce qui s'est passé, mais vous n'étiez pas là quand c'est arrivé,
Non. Je ne dis pas que je sais ce qui s'est passé. Je connais la possibilité de ce qui aurait pu se passer. Je n'étais pas là, donc je n'ai aucun moyen de le savoir. Je connais juste les faits concernant Cathy parce que j'ai vécu avec elle et travaillé avec elle. Même pour essayer de préserver sa santé mentale, pour essayer de garder son emploi d'enseignante, pour essayer de montrer qu'elle n'essayait pas de se taillader et de se tuer. Elle n'est pas venue s'en prendre à mon mari avec une arme à feu. Suzanne a ensuite témoigné que son petit-fils était resté chez elle pendant quelques semaines en janvier 2024 et pendant cette période, sa mère avait oublié où il se trouvait. Suzanne allait ensuite parler du fait que sa fille Cathy avait une longue histoire de mensonges. Elle a aussi affirmé avoir été violente envers Colin, le frappant avec une ceinture, le forçant à faire trop de pompes et à tenir un poids au-dessus de sa tête en courant sur place. La grand-mère s'est également souvenue d'une conversation lors d'un dîner où Cathy avait menacé de confisquer le téléphone et la Xbox de Colin, ce qui avait rendu Colin très en colère et lui avait donné envie de se battre avec sa mère. Une fois, l'adolescent avait même pris une petite lame de cuisine chez Suzanne, mais elle a dit qu'il lui avait expliqué qu'il en avait besoin. Plus tard ce même jour, Cathy dira qu'elle craignait pour sa vie. Le père de Cathy, Robert Volantis, prendra également la parole lors du procès et témoignera. Il a dit que Cathy lui avait raconté que Colin avait menacé de tuer elle et sa mère, mais elle affirmait toujours qu'elle voulait avoir une relation avec son fils et qu'elle l'accueillait chez elle. Une policière allait même témoigner et dire qu'elle avait parlé avec Colin, qui lui avait dit qu'il avait 2 personnalités différentes, Colin 1 et Colin 2. Colin 1 veut juste survivre et Colin 2 le protège et tue pour lui. Elle a dit qu'elle avait entendu Colin dire que Colin 1 le laisserait tuer sa mère aussi. Mais malgré ce témoignage, après moins de 12 heures de délibération, le jury reviendrait et déclarerait Colin non coupable de meurtre et d'enlèvement. Chef d'accusation numéro 1. L'accusé n'est pas coupable. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, l'accusé n'est pas coupable. Colin Griffith a appris, dans les bras de son équipe de défense, qu'il ne serait pas condamné pour meurtre. Une cérémonie d'hommage a eu lieu pour Catherine Griffith le vendredi 13 septembre 2024 au salon funéraire Lakeland à Lakeland, en Floride, puis elle a été incinérée. Même si je ne pense pas du tout que c'était juste que Colin ait tué sa mère, puisque ce n'était pas de la légitime défense, j'ai aussi le sentiment que les abus émotionnels et l'isolement que son père lui faisait subir, ainsi que la manipulation et les possibles punitions physiques présumées que sa mère lui infligeait. Colin n'avait pas vraiment de chance d'avoir une enfance normale, mais il aurait dû être placé en thérapie intensive. Même si Colin pensait avoir une raison totalement justifiée de tuer sa mère, il l'a quand même tué. Il s'est fait justice lui-même. Il n'aurait jamais dû être déclaré non coupable. Parce que maintenant, il a appris que tuer quelqu'un est une façon de résoudre un problème. Donc il est très probable qu'il recommence, puisqu'il s'en est sorti 2 fois. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Les dossiers révèlent que Séville a appelé le 911 car sa fille ne respirait plus. Misty a été transportée par hélicoptère à UNC Chapel Hill, où elle est décédée quelques jours après. Au tribunal, les procureurs ont indiqué que des médecins avaient constaté que Misty présentait des blessures comparables à celles d'un grave accident de voiture. Misty Lou de la Torre est née le 31 mai 2022 de sa mère, Alina de la Torre, et de son père, Gabriel Seville, dans le comté de Moore, en Caroline du Nord. Misty était une petite fille heureuse et déterminée. Elle avait aussi une grande sœur qu'elle adorait. Alina, la mère de Misty, avait rencontré Gabriel, le père, sur un site de discussion militaire en 2021. Gabriel était dans l'armée et il était en poste à Fort Liberty, en Caroline du Nord, tandis qu'Alina se préparait elle-même à rejoindre l'armée à ce moment-là. Mais peu après avoir rencontré Gabriel, ses plans ont changé lorsqu'elle est tombée enceinte de Misty. Ensuite, Gabriel a douté être le père de la petite fille. Donc, lorsque Misty est arrivée prématurément en mai 2022, Gabriel a fait un test ADN. Lorsque les résultats sont revenus et ont confirmé qu'il était bien son père, Gabriel a remis à Alina des papiers de garde. C'était vers août 2022 et à ce moment-là, Alina et ses filles vivaient maintenant en Californie, tandis que Gabriel était toujours en poste à Fort Liberty.
En attendant qu'une solution permanente pour la garde de Misty soit décidée par les tribunaux, Gabrielle pourrait rendre visite à sa fille. Puis, le 7 février 2022, un juge a accordé la garde principale de la petite fille à son père, avec désormais une garde partagée entre ses deux parents par intervalle de 6 mois. Lors de cette audience sur la garde, la mère de Misty avait même supplié le juge de ne pas accorder la garde de leur fille à son père. Parce que la dernière fois qu'elle était revenue chez Alina en décembre 2022, la mère avait remarqué des ecchymoses sur le visage de sa fille. Alina avait alors emmené la petite fille chez son pédiatre, qui a qualifié les marques de très suspectes. Toutefois, le juge chargé de la garde paraissait surtout soucieux des avantages que l'armée offrait à Misty durant sa garde chez son père. Comme je l'ai dit, à ce moment-là, Gabriel vivait sur la base militaire de Fort Liberty en Caroline du Nord et il était maintenant marié à une autre femme et vivait avec elle. Ils avaient un enfant ensemble, qui avait à peu près le même âge que Misty. Et cette autre femme avait aussi un fils issu d'une relation précédente qui avait 8 ans et vivait également dans la maison. Alors, seulement 3 jours après que le père de Misty, Gabriel, ait obtenu sa garde, le 10 février, il appelait le 911 en disant que la petite fille de 8 mois avait vomi, puis était devenue inconsciente. À l'arrivée des secours, Misty a été transférée en urgence à un hôpital de Fayetteville. Mais en raison de la gravité de ses blessures, elle a dû être transportée par avion à l'hôpital de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, où elle est décédée quelques jours plus tard, le 13 février 2023 6 ans. L'autopsie a révélé que Misty était morte d'un traumatisme contondant à la tête et au cou. La fillette de 8 mois, testée positive au Covid-19 lors de son décès, avait des blessures au cerveau et aux yeux, ces derniers étant remplis de sang selon le coroner. Elle avait également des éraflures et des contusions au menton, à la paupière et à la joue. Les traumatismes sur le corps de la petite Misty étaient comparables à ceux que l'on pourrait subir lors d'un accident de voiture à grande vitesse. Les hémorragies dans le cerveau, les yeux, le cou et la colonne vertébrale de Misty remontaient à plusieurs heures ou jours. Sa mort a été qualifiée d'homicide. En raison du rapport du médecin légiste, le département des services sociaux a ouvert une enquête sur la mort de Misty en avril 2023. Une fois cela fait, ils ont également retiré son père, Gabriel, de son domicile à Fort Liberty, en raison de préoccupations concernant la sécurité de son enfant de 6 mois et de son beau-fils de 8 mois. Il a été retiré du domicile, mais les enfants sont restés avec leurs parents car sa femme était absente lors de l'appel au 911 pour Misty. Maintenant, selon Gabriel, il n'avait absolument rien fait qui aurait pu nuire à sa fille. Il a affirmé que la petite fille ne se sentait pas bien ce jour-là et qu'elle avait vomi. Il a dû lui taper dans le dos pour libérer ses voies respiratoires et c'est alors qu'elle a perdu connaissance. Le médecin légiste a constaté que Misty était morte de blessures typiques de mauvais traitements, notamment d'un traumatisme crânien infligé chez les nourrissons. Et elle était seule à la maison avec son père lorsque ces blessures sont survenues. Quoi qu'il en soit, pendant plus d'1 an, la famille de Misty a dû se battre pour qu'une arrestation soit effectuée en lien avec sa mort. La grand-mère de Misty, dont la petite fille portait le prénom, Misty Bray, a dit que sa petite fille était tellement innocente et qu'elle n'avait même pas encore sa première dent au moment de sa mort. Elle a poursuivi en disant « Je veux juste que justice soit faite, quelqu'un doit être tenu responsable. » C'est dégoûtant. Elle n'avait que 8 mois. Comment peut-on faire du mal à un bébé comme ça ? Misty Bray est la grand-mère maternelle du bébé. Elle se souvient de sa petite fille comme étant déterminée. Elle est née avec 3 mois d'avance. Donc, elle était toute petite mais très forte, comme on l'appelait. Donc, elle est venue au monde en se battant. Maintenant, elle continuera à se battre pour elle. Je dois le faire. Ma fille aussi. Nous devons nous lever. Nous attendons chaque jour un appel et il ne vient jamais. Alina Delator est la mère du bébé qui vit maintenant en Californie. Mon foyer ne semble pas complet sans elle. J'ai l'impression que peu importe à quel point j'essaye, ce n'est pas complet. Puis enfin, en mai 2024, le père de Misty, Gabriel, a été arrêté et inculpé en lien avec sa mort. Il a été inculpé de meurtre non prémédité, d'homicide involontaire et de violence domestique. Cependant, l'accusation de violence domestique ne concernait pas Misty. Elle concernait un autre membre de la famille de Gabriel. Et selon les proches de Misty, cela concernait en fait son beau-fils de 8 ans qui avait affirmé que Gabriel l'avait frappé à plusieurs reprises avec sa ceinture militaire. Lorsque l'enquête des services de protection de l'enfance a également été ouverte après la mort de Misty,
on a découvert que l'autre fille de Gabrielle, qui n'avait que 6 mois à l'époque, avait des fractures aux côtes. Gabrielle sera jugée pour les faits qui lui sont reprochés en janvier 2025, période durant laquelle sa défense soutiendra que leur client n'a jamais rien fait pour causer les blessures dont Misty a souffert. Au lieu de cela, ils ont affirmé que l'intervention médicale nécessaire pour tenter de lui sauver la vie était à l'origine de bon nombre de ses blessures. Ils ont également affirmé que, puisque la petite fille souffrait de la Covid-19, cela aurait pu être un facteur dans sa mort. Mais le fait est que, même si Misty avait une sorte de vulnérabilité au saignement ou une anomalie de coagulation, comme la défense essayait de le suggérer au jury, les chances qu'elle ait spontanément autant d'hémorragie à différents endroits en même temps, simulant ainsi un traumatisme crânien massif sans aucune autre hémorragie ailleurs dans son corps, sont pratiquement nulles. C'est ce qu'indiquait le rapport du médecin légiste. Le tribunal entendrait aussi que Gabriel, le père de Misty, a texté sa femme peu avant l'appel au 911 ce jour-là. Dans ses messages, il se plaignait de maux de tête et du fait que le bébé de 8 mois ne cessait pas de crier. Puis, lorsque l'appel au 911 a été diffusé au tribunal, les membres de la famille de Misty ont eu beaucoup de mal à l'écouter. Ils ont découvert que, pendant que Gabriel parlait aux opérateurs d'urgence pour recevoir des instructions de réanimation sur sa fille, il envoyait aussi des messages à sa femme. Cela les a amenés à douter qu'il pratiquait réellement la réanimation. Mais malgré toutes ces preuves, à la surprise générale, à la fin du procès de Gabriel qui s'est tenu devant un tribunal militaire, il a été déclaré non coupable par un jury et il a été remis en liberté sous sa propre responsabilité. La famille de Misty, bien sûr, a été scandalisée par le verdict et sa mère, Alina, a déclaré que l'armée avait abandonné sa fille. Elle a ajouté « Je suis en colère, j'ai l'impression qu'ils ont laissé tomber Misty ». Maintenant, il peut vivre sa vie comme si Misty n'avait jamais existé. Les preuves étaient là. L'équipe du procureur a fait son travail. Le jury n'a tout simplement pas fait son travail. Nous sommes venus chercher justice et un apaisement, mais j'ai l'impression qu'on était une blague pour eux. Comme si nous et Misty ne comptions pas. J'ai l'impression que l'armée m'a abandonnée, ainsi que Misty, et qu'elle ne protège que les siens. Alina a aussi évoqué sa fillette, auprès de qui elle s'était précipitée ce jour-là de février après un appel. Je n'oublierai jamais la sensation glaciale en lui tenant la main. De plus, la mère de la petite fille a maintenant l'intention d'engager une procédure civile contre Gabriel Séville pour la mort de Misty, affirmant qu'elle et sa famille n'abandonneront jamais la quête de justice. Pour aggraver les choses, la famille de Misty a aussi été accusée de agression simple après une bagarre à l'hôpital en apprenant les blessures de la fillette. Apparemment, ces accusations ont été portées contre eux par Gabriel. Cependant, on ne sait pas où en sont actuellement ces poursuites. Merci d'avoir écouté l'histoire de Misty. Il est bouleversant que son père n'ait pas été tenu responsable de sa mort alors que cette petite fille avait tant de blessures. J'ai l'impression d'entendre de plus en plus d'histoires ces derniers temps où les auteurs de ces crimes horribles contre des enfants ne sont pas tenus responsables. Et c'est tout simplement incroyable. Que penses-tu de cette affaire? Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. Il y a maintenant encore plus de Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez à des vidéos exclusives chaque mois et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.